Voyez-vous, actuellement, est-ce qu'il n'y a pas des projets qui se donnent par le gouvernement, par exemple comme le gaz de schiste à Total, qui profitent de ces situations où les gens parlent du futur algérien, c'est ce qu'il faut continuer pour ce futur, et d'autres projets dont on ne connaît pas. Ça, c'est l'une des premières questions. D'ailleurs, juste pour informer tout le monde, le gaz de schiste, même ici au Canada, on le refuse. En France, ils l'ont refusé. Et en Algérie, je crois que j'ai entendu dire qu'il y avait un contrat qui a été donné à Total. Pour la deuxième des choses, vous avez énuméré l'intervention du Caire et de la France. J'espère que ça va changer, mais lisant le document sur la conférence de Berlin de 1885, la ruée vers l'Afrique, la mainmise de la France, elle y est toujours, malheureusement, mais que peut-on faire, nous, la diaspora d'ici, pour aider là-bas? Bon, ma question se tourne autour de l'article du Devoir. Moi, j'ai senti comme nous voulons opposer Bedissia Nouvambaria avec Arhmania Soumamia. C'est pour ça que j'ai comme le sentiment, c'est une lecture entre les lignes, j'aimerais juste qu'on parle plus aussi du 1er novembre et de parler aussi de la réalité qui est l'islam politique en Algérie, prendre ça comme une réelle composante et travailler avec. Parce qu'on ne peut pas nier ça, c'est-à-dire, si on commence à parler des préalables démocratiques, c'est-à-dire nous voulons juste exclure un camp. La deuxième question, ça va être sur tout ce que vous dites actuellement sur la phase de transition. On dit assemblée, la législation, mais vous ne dites pas l'assemblée constituante clairement. Pourquoi ? Peut-être parce que c'est un terme de gauche, c'est un terme de l'extrême gauche qui est utilisé dans les pays comme le Venezuela et les pays de l'Amérique du Sud. Quand est-ce que vous brisez ce tabou, ce toit de verbe et utiliser les termes des marxistes sans gêne? Voilà. Merci beaucoup. Oui, moi ma question c'est au sujet des forces extérieures. Vous avez bien dit qu'en 1957 il y avait l'Égypte et la France, et aujourd'hui on se retrouve un peu dans le même schéma. Aujourd'hui, l'action, disons, des Émirats d'Arabie Saoudite, on la comprend assez bien, elle est assez claire. Maintenant, le côté France ou Occident, comment on peut le définir, hein? Parce que bien sûr, l'Occident, il y a tout un côté progressiste qu'il faut aller chercher là-bas, mais il y a aussi ce côté négatif, ce côté obscur. Comment on peut le définir et comment on pourrait justement le combattre, étant donné qu'il y a les deux aspects, l'aspect très progressiste, très positif, et l'aspect qui peut être très négatif. Merci. Je vais essayer de regrouper les questions par thème, même si elles viennent d'un côté ou de l'autre, pour des questions de compréhension. Ah oui, d'accord. Non, sur le plan socio-économique, le premier intervenant a très légitimement attiré l'attention de l'assistance sur ce chantier, sur ce dossier. Je ne l'ai pas mis dans mon introduction pour deux raisons. La première, il y avait des contraintes de temps. Et la deuxième, pour vous dire la vérité, je ne voulais pas trop casser le moral de la troupe. Mais puisque vous avez décidé d'en parler, alors parlons-en. Il y a une précarité économique qui est déjà à l'œuvre, qui commence, qui va s'aggraver avec une vitesse que personnellement je redoute beaucoup. Je m'explique. Vous savez tous que lorsqu'on préparait la reconduction de Bouteflika, son chef du gouvernement de l'époque, et qui aujourd'hui a pris ma place à Al-Harrach, pour des raisons différentes, avait fait tourner la planche à billets, c'est-à-dire il produisait de la monnaie papier.
Et c'est vrai que pendant un an, il y a eu des disponibilités, des liquidités. Sauf que s'il suffisait d'avoir du papier pour fabriquer de la monnaie, C'était trop facile. tout le monde se saurait, c'était trop facile. Et aujourd'hui, ils ont arrêté la planche à billets parce que la monnaie, ce n'est jamais rien que le support symbolique d'une richesse produite. Il ne faut pas être un grand économiste pour le savoir. Et qu'il y a une réaction de panique dans la société qui fait que les gens sont en train de thésauriser, c'est-à-dire de garder leur papier-monnaie chez eux. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'il y a un effet paradoxal. Le dollar et l'euro ont chuté. Ce n'est pas du tout parce que le dinar est devenu fort, c'est parce que les gens ne mettent pas du dinar en circulation. Vous en trouvez moins parce que les gens le cachent. Ça ne va pas durer. Hein. Et il y a un risque à court terme de voir les banques ne pas disposer de monnaie et de voir par exemple des retraites ne pas être payées. De notre côté, vous savez tous qu'il y avait un petit matelas financier en milliards d'euros dont l'Algérie officielle se vantait et qui est en train de fondre comme neige au soleil. Ils disent qu'ils ont 85 milliards, il leur reste 85 milliards, ce n'est pas vrai. Et 70 milliards de dollars pour un pays qui importe pratiquement pour 75 milliards l'année, ça n'est pas beaucoup. Donc il y a une crise financière, un effondrement monétaire qui risque de poser de sérieux problèmes au pays. Évidemment, le monde, ce n'est pas un monde de bisounours. Les puissances extérieures ont toujours travaillé à fragiliser l'adversaire pour en tirer le meilleur profit. Ça, c'est de bonne guerre. Mais ce qui n'est pas de bonne guerre, c'est lorsque soi-même, on provoque ou on donne le bâton pour affaiblir son propre pays. Et vous savez tous que les dirigeants algériens, comme un certain nombre de dirigeants du Sud, ont revendiqué la protection, la reconnaissance des puissances du Nord en bradant une partie de la souveraineté, qu'elle soit économique ou politique ou même diplomatique. Et au jour d'aujourd'hui, où, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais enfin vous le savez tous, depuis le 9 juillet, il n'y a pas d'État en Algérie, au regard de la Constitution dont il se réclame. Hein. Il n'y a aucun texte qui reconnaît à Ben Salah le droit de parler au nom de l'Algérie. Ben Salah, c'est un imposteur. Du point de vue de la légalité constitutionnelle, je ne parle pas de la légitimité qui n'a jamais existé depuis 1962. Hein. C'est-à-dire, Ben Salah, il est comme vous, il est comme vous, il est comme moi, c'est un citoyen, sauf que nous, on n'abuse pas d'une autorité qui ne nous a pas été donnée. On n'est pas des imposteurs. Moi, je ne reconnais pas Ben Salah ni Gaïd. Gaïd Salah, d'ailleurs, n'a pas le droit d'être vice-ministre de la Défense depuis le 9 juillet. Hein. Parce qu'on regarde la constitution algérienne, lorsque le délai de l'intérim est fini, de 3 mois, et il est fini depuis le 9 juillet, aucune disposition ne permet de proroger ce délai. Il n'y en a pas. Donc, c'est-à-dire que légalement, constitutionnellement, depuis le 9 juillet, l'Algérie n'a plus de chef d'État. Et, comme la Constitution est hyper centralisée, tout est organisé autour du président. Lorsque le mandat présidentiel arrive à terme, le gouvernement tombe. Parce que dans la Constitution algérienne, c'est le chef de l'État qui est le premier responsable de l'exécutif. C'est pas comme dans certains pays où le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée nationale. Là, c'est le chef d'État qui est responsable du gouvernement. Or, la Constitution dit que depuis le 9 juillet, il n'y a pas de chef d'État. Et quand il n'y a pas de chef d'État en Algérie, il n'y a pas de gouvernement. Or, Gaïd Salah est vice-ministre de la Défense, il n'a pas à nous emmerder. Il n'a pas le droit, il n'est pas vice-ministre de la Défense. Donc, il ne vaut pas plus que vous, que moi, voilà. Ça, c'est pour dire que ça provoque des situations de fragilité institutionnelle qui sont autant de possibilités sur lesquelles peuvent jouer les adversaires pour pomper encore un maximum de ressources. Si, rapidement, il n'y a pas une phase de transition, où vont émerger des structures de transition reconnues par la population,
qui peuvent expliquer aux citoyens algériens qu'il faut accepter de serrer un peu plus la ceinture. Je ne vois pas comment cette bande, va convaincre le citoyen à encore plus de privation. Donc on risque d'aller en plus de la crise institutionnelle vers une crise sociale et économique terrible. Évidemment, les rapaces extérieurs vont profiter de la situation pour tirer le maximum de ce qu'il leur est possible de tirer. Et je ne vois pas un ministre algérien ou un wali ou un juge dire non à quelqu'un, à une puissance étrangère qui dit voilà ce que tu dois faire. Nous sommes sous tutelle. Indépendamment du fait que les orientations générales contre la révolution sont dictées par les Émiratis. La décision d'interdire l'emblème amazigh en Algérie, ce qui est totalement imbécile. Moi, je l'ai vu en Tunisie, je l'ai vu au Maroc, je l'ai vu en Libye, etc., etc. Mais aller mettre dans la tête des incultes que ce drapeau n'est même pas un drapeau algérien, c'est un drapeau presque continental, dans le sous-continent nord-africain, et il vient des Émirats. C'est-à-dire concrètement, sur le plan politique, la souveraineté algérienne est déjà sous hypothèque. Nous sommes un protectorat d'un pays qui ne fait même pas une wilaya. Voyez un peu il faut le faire. Hein. Mettre l'Algérie protectorat des Émirats, il faut être bon. Alors tout ça pour vous dire qu'effectivement la situation sociale et économique risque de se compliquer singulièrement et ça peut déraper. L'inflation va atteindre des seuils absolument inacceptables. Les gens manquant du minimum déjà ne vont pas indéfiniment supporter d'autres privations et c'est pour ça que la nécessité d'aller rapidement vers une phase de transition pour décaper le régime ancien est une urgence vitale au sens médical du terme. C'est une fonction vitale. Alors on a dit, on voit à peu près le jeu des orientaux, on ne voit pas les jeux des occidentaux, notamment des Français. C'est relativement simple à comprendre. Hein. Sur le plan du rapport de force, en matière de puissance technologique, de décision économique, ils ont à peu près fait ce qu'ils ont voulu faire. Hein. Et c'est vrai que les Français ont interdit le gaz de schiste chez eux, c'est une loi. Mais par contre, ils nous expliquent qu'Ouarna, ce serait très bien, ça va nous faire du bien à la santé. Quoi. Et c'est passé. Il y a quelque chose quand même qui les inquiète, c'est pour ça qu'ils ne sont pas aussi bruyants que les autres. Ils ont constaté que depuis le 22 février, il n'y a pas une barque qui a quitté les côtes algériennes pour aller vers le nord. Il y a 3 filières. Hein. L'ouest, c'est vers les côtes espagnoles, le centre, c'est vers les Baléares, et l'est, c'est vers ou Lampedusa ou bien la Sardaigne. Il n'y a pas une barque qui a quitté les côtes algériennes. Enfin, si, il y en a une. Il y en a une, mais les partis de Zmouri, avec 11 jeunes, pour rentrer sur Alger parce qu'ils ont pour manifester. Non, mais vous rigolez, je vous jure que c'est vrai, hein, c'est la vérité. Hein. Voilà. 11 jeunes pour manifester. Et donc, les Occidentaux ont compris, j'en ai discuté hier avec un de vos députés fédéraux, j'ai dit, vous voyez bien que lorsque vous soutenez des dictatures, en croyant avoir la stabilité, vous avez le désordre. Parce que les gens ne veulent pas vivre, les jeunes ne veulent pas vivre sans liberté, sans perspective, sans espoir. Et je lui ai dit, voilà, en Algérie, vous n'aurez plus un Algérien qui va venir vous embêter, mais tant que vous soutenez les dictatures, eh ben, les jeunes ils vont vous embêter en essayant de venir perturber votre quiétude ici. Voilà. Et donc, cette instabilité politique risque de contaminer, moi je le pense, mais je ne peux pas le démontrer concrètement, toute la région. Et les puissances occidentales, dont la France, ont peur de cela. Vous savez très bien les problèmes que pose actuellement, manipulé ou pas d'ailleurs, le débat sur les questions des migrants, de la migration clandestine. C'est pour ça qu'ils commencent à se dire, si ça pouvait stabiliser ce problème-là, ce serait déjà pas si mal que ça, etc. etc. C'est pour ça, je réponds à la question, que le jeu des puissances occidentales, actuellement,
est dans l'incertitude. Il n'est pas aussi intrusif, aussi direct, aussi brutal que celui des pétromonarchies qui disent très clairement une révolution démocratique en Algérie, c'est tout l'espace nord-africain qui va basculer dans un ordre politique où le citoyen sera l'arbitre, et nous ne voulons pas de ce genre de vie publique. Et ils ont ordonné qu'il fallait absolument, au minimum, éteindre cette révolution, au minimum la réduire, changer un clan par un autre. Vous avez remarqué dernièrement qu'il y a un certain nombre de personnes qui se disent personnalités, qui sont venues pour faire une offre de service comme des médiateurs pour nouer le dialogue. D'abord, qui vous a appelé? Oui. Ensuite, on ne dialogue pas avec un militaire qui met les gens en prison. Demain, il va libérer les jeunes qu'il a mis en prison, on va considérer qu'on a acquis quelque chose. Il arrête des gens injustement pour les libérer, donner l'impression qu'il a fait des concessions et en faisant oublier l'essentiel de la revendication. Bien sûr qu'il faut les libérer, mais ça, on ne négocie pas avec quelqu'un qui viole les libertés matin, midi, soir. On le combat. Qu'est-ce qu'il y a à négocier? Je connais très bien le pauvre, il est en prison. En prison parce qu'il a décidé de donner son opinion dans son pays sur une situation si particulière que cela. Et les petits mercenaires civils de Gaïd nous expliquent, ça y est, on va mettre en place un groupe, et quel groupe qui va nous organiser la discussion. Effacez-vous, c'est le clan de Chedli qui veut revenir. Je ne sais pas si vous avez lu la déclaration de quelques-uns d'entre eux. Ceux qui doivent gérer la transition ne doivent pas être, je les cite, ne doivent pas être lourdement corrompus ces 20 dernières années. Je vous jure que ce n'est pas une blague, c'est écrit. Vous lisez dans la presse algérienne, c'est écrit comme je vous le dis. C'est-à-dire, s'il était lourdement corrompu à l'époque de Chedli, il y a Djouz. Et ils vont venir nous faire la transition, etc. Donc, voilà. Restent maintenant les référents qui sont en train de donner pour essayer de... non pas, ils ne peuvent pas contrarier la révolution. Ils sont en train de trouver des filières. Vous avez entendu la Badissia Novembria. C'est une imposture, une double imposture. Une double imposture. Le Coran de Ben Badis n'a jamais milité pour l'indépendance. Non seulement ils n'ont pas déclenché le 1er novembre, mais ils étaient contre. On a des documents aujourd'hui, et Ben Bella, il faut lui reconnaître ça, c'est une déclaration publique, vous pouvez consulter. Cheikh Bachir Brahimi, le fils de Talib Ahmed du même nom, a été condamné à mort par le FLN parce qu'il s'est opposé à la déclaration du 1er novembre 1954. Je ne commente pas, je n'analyse pas. Et on nous dit aujourd'hui, la Badissia Novembria. C'est un non-sens, pour ne pas dire un contresens. C'est pour ça que je vous disais, on est reparti en 1957. Pourquoi faut-il opposer le 1er novembre? Je réponds au monsieur qui était de ce côté-là, à ma droite. Pourquoi opposer le 1er novembre à la Soumane? Le 1er novembre, ce n'est pas un projet, c'est un appel à l'insurrection armée. La plateforme de la Soumane, c'est la mise en perspective d'un projet d'État républicain. C'est le complément de l'appel à la guerre de libération nationale. Evian ne s'oppose pas à la Soumane ni au 1er novembre. C'est la consécration d'une victoire politique, parce que militaire, on n'a pas vraiment remporté la victoire militaire, mais d'une victoire du combat algérien. Ce sont des séquences qui se complètent, mais qui ne s'opposent pas. Mais c'est Guillaume, je m'attendais à ce qu'ils sortent tout, et je pensais les connaître un peu en matière d'imposture, j'avoue qu'ils m'ont surpris. Badissia Novembria. Le courant qui a traité, je cite, de criminels dont les mains sont pleines de sang les militants du PPA-MTLD. L'imposture. Alors la question de la Constitution, je vous rassure, c'est pas au tabou.
La constituante, ce n'est pas un concept de gauche, même si vous avez le droit de vous en revendiquer, c'est un concept républicain. Je suis pour, je vous rassure. Le seul problème, c'est qu'il ne suffit pas de dire constituante pour que les problèmes soient réglés. Je vous ai donné exprès tout à l'heure le cas de Farhat Abbas. On a eu une constituante en 1963. Les plus anciens s'en rappellent, ceux qui sont là. Mais le fait qu'elle n'a pas été sécurisée par les préalables démocratiques fait que la constituante n'a absolument pas protégé la démocratie. Alors maintenant, vous me dites, il faut renoncer aux préalables démocratiques pour faire la place à l'islamisme. Là, je ne comprends plus. C'est comme si un Européen disait, il faut renoncer aux vertus de l'égalité ou à la justice pour faire la place au nazisme. Si un islamiste veut participer à la vie publique en respectant les règles démocratiques n'excluent personne. Mais si vous dites à l'islamiste, tu peux arriver et que tes principes, toi, vont s'imposer à tout le monde, que la femme est l'inférieure de l'homme, que la minorité n'a pas le droit de parler, etc., il vaut mieux rester en dictature, je comprends. C'est une logique qui met tout. En plus, ça réclame de la gauche. L'islamiste a le droit de presser ses idées conservatrices, certaines formes de tradition, etc., à cela. Mais les règles universelles de l'égalité, de la justice, de la liberté, du progrès, elles s'imposent à tous. Elles s'imposent à tous. Si vous commencez par reconnaître à quelqu'un le droit de nier la liberté de l'autre au nom de la démocratie, et vous me préparez le cercueil et l'enterrer. On est passé par là, on sait où ça nous a mené. Bon, maintenant, je ne vais pas rentrer dans l'idée pourquoi est-ce que je vais me rallier au marxisme, etc. Reconnaissez-moi le droit de croire et de dire ce que j'ai envie de dire, comme je respecte tout à fait ce qui pensait être une vérité. Je vous réponds pas, je n'aime pas beaucoup les religions. Je respecte les religieux, parce que la gauche aussi a ses religions. Certaines idéologies ont mené au goulag. Donc, je connais des religieux qui en respectant leur culte, ont été élevés dans le respect d'eux-mêmes, ça les a nourris, ça les a enrichis, etc. Mais dès que la religion est mise en bandoulière, ou qu'on en fait un projet de publicité, je ne connais pas de cas où elle a servi la cause de l'homme. La religion, à titre personnel, elle peut enrichir l'homme. D'abord, M. Saadi, merci pour cette conférence. Je voudrais revenir sur une période historique que vous avez peu traitée dans votre conférence, c'est celle de la décennie noire. Donc, durant la décennie noire, en tout cas après l'arrêt des élections en 92, vous étiez un des défenseurs du tout sécuritaire. Vous avez été proche de ce qu'on a appelé les éradicateurs. Et par la suite, vous avez défendu la concorde civile, qui a permis d'amnistier des assassins comme Madani Mzarek ou Layada, et qui empêche les familles les victimes du terrorisme et les familles des disparus d'intenter des recours judiciaires contre l'État ou contre leurs bourreaux. J'aimerais savoir d'abord comment vous avez fait cette évolution, et j'aimerais savoir dans la suite du Hirak, quand on instaurera l'Algérie démocratique, comment on pourra régler ce passif historique. Faudra-t-il faire une commission vérité où on pourrait par exemple juger les militaires, les terroristes islamistes, mais aussi les politiques qui ont été partie prenante de cette guerre contre le peuple durant la décennie noire. Merci. Merci. Vous avez répondu tout à l'heure sur la contrainte extérieure, mais vu que je considère personnellement que c'est plus crucial que la contrainte intérieure, alors je me permets de vous reposer la question. Alors le duo MBS et MBZ affiche une volonté hégémonique sur la région, et alors en œuvrant pour l'instauration de dictatures militaires. On soutient bien sûr Haftar en Libye, et aussi ils ont instauré, il faut le dire, Sisi en Égypte. Et c'est un paradis fiscal de fait par excellence. Il abrite tous les fonds délapidés
des dictateurs, et on sait que, et puis c'est un pays des mœurs faciles. On sait que Gaye Salah est le plus, ça c'est dit, le plus corrompu parmi tous les généraux, et il ne résiste pas facilement au luxe. C'est quelqu'un qui est connu pour ça. Alors pensez-vous que les Émirats pratiquent vraiment du chantage ou du soutien à travers, bien sûr, on sait qu'ils tissent des relations parfois diplomatiques incestueuses avec la France et les États-Unis. Alors pensez-vous qu'il y a un rôle déterminant dans l'avenir du Hirak en Algérie? Merci. Merci beaucoup. Il y a une dizaine, Micro, s'il vous plaît. il y a une dizaine de modèles de transition démocratique à travers le monde. J'aimerais avoir votre sentiment sur ça. Et puis, quel est le modèle qui permet, compte tenu de ce qui se passe chez nous depuis 1956, et moi je me rappelle 62, parce que en 62, j'ai fêté l'indépendance, j'avais 17 ans. Bon, le 22 novembre, je l'ai fêté de la même manière, avec plus de courage et l'histoire que nous avons vécue, vous et moi, et certains qui sont là peut-être de mon âge. Je crois que je vais devoir répondre par écrit un jour et puis je vais la mettre sur ma page Facebook, comme ça évitera des redites. C'est la fameuse dite décennie noire. Éradicateur contre les réconciliateurs, je suis un éradicateur, etc., etc. Bon. Et puis il faut juger, bien sûr qu'il faut juger. D'abord, il y a des confusions qui ne doivent pas être entretenues sur les événements lorsqu'on traite de ce genre de situation. C'est important, c'est sensible, et c'est pour ça qu'il faut être précis. Vous avez été, lorsque vous dites que vous avez été défenseur du tout sécuritaire, je vais redire ce que j'ai dit encore à Paris. Je vous renvoie à ma déclaration du journal de 20h du soir de la première annonce des élections en 91, c'était sur la chaîne 3, journal de 20h, donc c'est public. Je disais exactement ceci: si ces résultats venaient à être confirmés par la sortie des urnes, il faut les respecter. Pas être plus clair. Je rentre sur Alger, Sidi Ahmed Ghazali vient me voir, il est encore vivant, mais tu es fou, le Hasson, etc. J'ai dit, c'est pas moi qui les ai légalisés. Il fallait faire attention. Avant, on ne joue pas avec ces choses-là. J'ai reçu Abdelhaq Ben Hamouda, la yarhamou, en présence de témoins encore vivants. Je lui ai dit la même chose. Encore une fois, c'est une déclaration publique. Vous pouvez vérifier. Mais lorsque 3 ou 4 jours plus tard, j'entends des chefs islamistes pensant que la victoire était acquise, il n'y avait plus dire tout ce que vous avez entendu. Ceux qui ne veulent pas se soumettre doivent prendre des bateaux. On affrétera autant de bateaux qu'il faut pour exfiltrer les étrangers. Il est temps de savoir que le pouvoir de Dieu ne s'accommodera pas d'autres pratiques vestimentaires et alimentaires, etc., etc., etc. Et que j'ai appris que des tribunaux populaires étaient en train d'être installés sur la rue des Douches. Si vous vous taisez devant ce genre de menace pour votre peuple, c'est complicité de crimes contre l'humanité. Alors, par la suite, vous confondez des choses. Avant de venir, vous aviez le droit de m'interpeller, mais il fallait vérifier. Vous confondez concorde civile et réconciliation nationale. Ce sont deux choses totalement différentes. J'étais député lorsque la concorde civile était arrivée. Je vous donne le texte, l'esprit du texte. Les responsables de viols, de crimes de sang doivent être entendus par des comités de wilaya, des commissions de wilaya, et être renvoyés devant la justice si les crimes qui leur sont imputés sont vérifiés. Moi, je signe ce genre de concorde civile. À partir du moment où la justice fait son travail sur tout ce qui est entreprise criminelle. C'est le texte de la concorde civile. Mais lorsque j'apprends qu'aucune commission de wilaya, et ça c'était Bouteflika, aucune commission de wilaya n'a jamais été réunie,
Et comme il dit, finalement, on va améliorer le texte. On va faire le texte que vous confondez, qui est celui de la réconciliation nationale, qui veut dire passons l'éponge. Je n'ai jamais signé cela. Non seulement je ne l'ai pas signé, mais je peux vous donner une demi-douzaine de déclarations publiques aussi, où je les ai condamnées. Donc il faut d'abord avoir les éléments d'information avant de... pour ce qui est de ce qu'il faut faire. Dans cette tragédie, là encore je vous renvoie à mes déclarations publiques, il faut une commission vérité et justice. J'ai été, entre autres, exprès en Afrique du Sud pour voir comment les choses se sont passées là-bas. J'ai été 4 fois au Maroc pour voir comment a fonctionné la commission équité et réconciliation pour solder les exactions de Hassan II. Et on me répond, non, en Algérie, nous sommes un peuple spécial, Hassan, on ne va pas s'amuser avec ces choses-là, etc., etc. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, mais il faut en parler de manière apaisée. Il ne faut pas faire d'impasse sur les actions criminelles. Mais il ne faut pas non plus que la responsabilité collective soit évacuée devant les dérives de jeunes Algériens dont certains sont devenus des terroristes, voire des criminels, parce qu'on les a préparés dans une école qui fabriquait du crime. Parce que les enfants des dirigeants n'ont jamais été mis dans les écoles où sont mises celles du peuple. Vous allez aujourd'hui au lycée Alexandre Dumas, la quasi-totalité des enfants algériens qui y sont scolarisés, ce sont des enfants des chefs du gouvernement ou des grands dirigeants. Oui, il faut une commission vérité et justice, mais il faut que tout soit dit et tout soit mis à plat. Des causes, des origines, des responsabilités, etc., etc. Maintenant, est-ce qu'il faut juger les politiques? Bien sûr, il faut juger les politiques. Dont la position ou dont le propos a pu être à l'origine d'un abus ou d'une facilitation de la production d'un abus. Maintenant, il y a quelque chose qui m'échappe quand vous me dites cette guerre qui a été déclarée contre le peuple algérien. Qui l'a déclarée? Vous ne pouvez pas rester en haut à regarder les choses avec une longue vue à vous réserver le rôle d'arbitre. Tahar Djaoud, il n'est pas mort d'une angine. Hein? Guerre quoi? Oui, d'accord. Oui, la paranoïa, je la connais. C'est-à-dire, un islam, le GIA, il vous dit, je revendique l'assassinat, vous lui dites c'est l'Arabie Belkhair. Je ne dis pas que l'Arabie Belkhair est un enfant de corps, c'est pas ça le problème. Mais de là à me dire que l'islamisme n'est pas responsable de crimes, chouïa. Oui, c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous laissez ça, que des militaires aient commis des exactions, oui. Et puis je vais vous dire, je vous renvoie à mes déclarations, il y a 3 types d'abus. C'est des déclarations publiques. Je n'ai jamais fait de secret dans mes positions publiques. Il y a 3 types d'abus, mais il faut en évacuer aucun. Il y a des crimes qui ont été commis par des militaires qui ont fait des enlèvements et des exécutions extrajudiciaires. Il faut les juger. Je ne peux pas être plus clair. Il y a des crimes qui ont été commis contre des innocents par des islamistes, y compris des viols, y compris des femmes éventrées, etc., etc. On ne va pas dire que c'est des pauvres gars, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il faut les juger. Et il y a des crimes qui ont été commis par des islamistes entre eux aussi, des factions rivales. Il faut traiter tout ça avec rigueur, avec responsabilité, mais sans démagogie, sans parti pris. C'est une affaire qui concerne notre mémoire, elle est sacrée, et surtout le destin de notre société. Je ne peux pas être plus clair que cela. Alors, s'agissant encore des jeux des puissances étrangères, la plus visible actuellement, parce que c'est la plus brutale, c'est effectivement l'offensive des Émirats arabes unis, qui tiennent les responsables, parce que leur argent est là-bas et parce qu'il semble qu'ils ont d'autres dossiers sur ces dirigeants. Il y a une forme de chantage dont les dirigeants ne peuvent pas s'émanciper. Mais sur la Libye, le phénomène est similaire, mais pas tout à fait. Pour vous dire, les Occidentaux, ils sont aussi cyniques que l'exigent leurs intérêts. Les Émirats arabes unis, les Saoudiens, l'Égyptien Sisi soutiennent le maréchal avec de grandes guillemets, Haftar, qui est
à l'est, donc du côté de Benghazi. Mais la communauté internationale soutient Sarraj, le Premier ministre. Donc vous voyez un peu, ils s'en foutent de ce qu'on devient. Ils mettent les deux fers au feu. Et ils observent, ils regardent, ils vont des armes aux uns aux autres, etc. etc. Sarraj est aussi soutenu par la Turquie et le Qatar. Vous savez qu'il y a eu une grosse bataille pour l'instant, le Qatar est isolé dans le Golfe, par les Saoudiens, par les Émiratis, etc. Et il a basculé vers la Turquie pour essayer de faire contrepoids. Et en même temps, grosso modo, l'Arabie Saoudite et les Émirats sont les producteurs du salafisme, du wahhabisme et donc du salafisme. La Turquie et ses affidés, c'est plutôt tendance frères musulmans. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais c'est juste pour vous dire que nous sommes toujours l'objet de compétitions doctrinales sur lesquelles on ne nous a pas demandé notre avis. Et c'est en train d'arriver. Vous remarquerez que Hamas, qui est pro-turc en Algérie, frères musulmans, il est un peu embêté. Il est satellisé par l'armée, mais chouïa parce que les Émiratis, ils sont en guerre, les Saoudiens, ils sont en guerre avec les Turcs. Vous savez ce qui s'est passé avec le journaliste qui a été assassiné. Donc les frères musulmans en Algérie actuellement, ils sont dans le grand écart. Pas du tout pour des questions de positionnement sur la scène algérienne, ce qui serait leur plein droit, parce que leurs tuteurs n'ont pas la cote actuellement. Et les Turcs ne pèsent pas trop lourd pour l'instant devant Sisi, les Saoudiens et les Émiratis. Mais quelle est la décision de l'Algérie dans tout ça? Toutes ces forces sont des forces qui sont en train de se protéger sur la scène algérienne, en dehors et souvent contre les intérêts de la nation. Alors, la richesse de l'Algérie, on a 1h30, moi je suis d'accord avec vous, mais pour vous saper un peu plus le moral, je vous apprends qu'au moment où nous discutons ici, dans le Sahara, le Grand Sahara, c'est-à-dire le Tassili et le Hogar, pour ceux qui connaissent un peu le pays, qui est supposé être extrêmement sécurisé, parce que c'est le Grand Sud, et vous savez ce qui se passe dans le Sahel, avec les mouvements islamistes. Il y a des trouées de camions, des convois de camions à n'en plus finir, qui sont en train de prendre des matériaux de l'or, et qui, quelqu'un est au courant, vous voyez, de l'or vers le Niger ou le Mali. Sans que l'État intervienne, évidemment, les gens qui lèvent les campements, les contrôles, etc., prélèvent leur part. Plus l'uranium, plus l'or. Et puis on a la richesse, c'est notre jeunesse. Elle vient de se manifester de manière extraordinaire. On n'a pas besoin d'autre chose. On a besoin de liberté, de dignité pour construire l'État qui soit l'émanation de la volonté populaire et où l'arbitre, ce ne sera pas Gaïd Salah avec sa casquette, mais le citoyen que vous êtes et que je suis. Point à la ligne. Transition démocratique. Évidemment, il y a plusieurs modèles, parce qu'on ne sait jamais, ça dépend de la situation de laquelle on part. Aucune histoire d'un pays n'est exactement superposable à celle d'un autre. Mais dans le cas algérien, pour autant que j'ai pu réfléchir personnellement, on ne peut pas faire l'économie d'une transition démocratique. Pour les raisons socio-économiques dont on en parlait tout à l'heure, le régime actuel ne peut pas gérer les contraintes et les problèmes qui sont devant nous. S'il n'y a pas une autorité légitime, crédible et respectée, on ne pourra pas demander aux Algériens de faire les efforts, les entraides nécessaires pour traverser le gué, en attendant que le pays puisse se retourner. Deuxièmement, si ce sont des petites manipulations comme ces propositions, ces initiatives que vous entendez ici et là, et qui sont en fait des traductions en civil, je ne dis même pas civil, en civil des ordres de Gaïd Salah, ça ne va pas marcher parce que la population va rejeter cette élection présidentielle qui va nous désigner un autre dictateur, et c'est normal. La seule manière
comme ça, d'après ce que j'ai entendu, qui consiste à donner maintenant une image et une voix à cette révolution, c'est de faire ce qui a été fait en 1956, c'est en pleine guerre quand même. Les combattants de l'intérieur ont envoyé leur délégation, en dehors des Aurès parce que Ben Boulaïd était mort, mais ils ont envoyé leur délégation en pleine guerre pour pouvoir représenter chacun sa région. Il va falloir accepter que les provinces algériennes dégagent, élisent, ou par compromis, des représentants. Il va falloir que les catégories socio-professionnelles, comme l'ordre des avocats qui est en train de faire un travail remarquable et digne dans le pays, pas les magistrats, qui ont juré de ne pas juger les militants de la Révolution et qui en sont retournés du jour au lendemain, ils sont en train de les exécuter, ils font du tir au pigeon. Les magistrats, c'est des fonctionnaires dont beaucoup sont aussi corrompus que ceux qui les appellent au téléphone. Vous avez l'ordre des médecins, qui a souvent tenu contre les abus et les injonctions arbitraires qui exigeaient d'eux de renoncer à l'éthique médicale, de violer la déontologie, etc., etc. Vous avez l'ordre des architectes, qui a attiré l'attention de Bouteflika sur la ruine, le scandale financier et l'horreur architecturale que représente cette grande mosquée. Je n'ose même pas vous dire son vrai prix, vous seriez assommés. Et c'est un ambassadeur qui me l'a donné, j'ai pas envie de le caramer. En tout cas, on est loin du 1,7 milliard. Moi, personnellement, j'ai fouillé à droite, à gauche. Je suis arrivé à 7,6 milliards et quelques. J'étais loin du compte, moi-même. Donc, l'ordre des avocats, l'ordre des architectes, etc., ces gens-là doivent envoyer leurs représentants d'expertise dans cette convention. Il faut que les campus universitaires se réunissent dès l'automne pour essayer de dégager aussi leurs représentants. Et il faut surtout que la diaspora algérienne, en Amérique du Nord et en Europe notamment, soit puissamment représentée. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que ce que m'a fait dire le Devoir ce matin, ce n'est pas du tout moi qui vous ai demandé de retourner, c'est pas ce que je lui ai dit, il y a des témoins. J'ai dit, la diaspora algérienne a toujours joué un rôle majeur dans l'histoire critique du peuple algérien avant l'indépendance, pendant la guerre, la Fédération de France du FLN, et même lorsqu'on luttait pour les libertés démocratiques. Moi, je pense que je ne serais peut-être pas là en train de vous parler si l'immigration ne s'était pas mobilisée pour nous défendre quand on se battait pour les droits de l'homme, l'identité, les libertés démocratiques, etc., etc. Parce que l'expertise dont a besoin la nouvelle Algérie, pour l'essentiel, ne peut être donnée que par la diaspora. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir. La révolution numérique est là, les allers-retours sont là, mais il vaut mieux une expertise d'un binational que celle d'un cabinet qui s'occupera de nous facturer des services à non plus finir. Donc voilà à peu près cette transition, comment elle doit avoir. Une fois cette convention réunie, encore faut-il rappeler que les préalables démocratiques, qui ne sont pas occidentaux mais qui sont universels, doivent être des préalables à la participation. À ce moment-là, on peut élire une présidence collégiale pour un an et demi, je n'en sais rien. Moi, je ne crois pas. D'après les informations que j'ai, la transition de 4-6 mois, c'est impossible. Le fichier électoral national est absolument ingérable. Il y a plus de 3 millions de faux électeurs. Un expert m'a dit que si on veut réellement avoir un électorat sérieux, conforme à l'arrêté algérien, il faut refaire tout le recensement général de la population. Il faudra, pendant cette période-là, sans tomber dans le règlement de compte, neutraliser un certain nombre de magistrats, un certain nombre d'officiers supérieurs, un certain nombre de walis. Il faudra mettre de l'ordre dans tout ça. Ça risque de prendre un peu plus de temps que 6 mois. Bref, cette convention peut faire dégager une présidence collégiale, un gouvernement de techniciens, une commission d'organisation et de gestion des élections et une commission d'experts, de constitutionnalistes qui doivent veiller à ce qu'on ne produise pas encore une constitution où des abus d'autorité peuvent être possibles. C'est faisable, c'est pas facile, mais c'est en tout cas ce qui revient du terrain. Voilà, j'ai répondu à votre idée de transition. Merci. Merci. Donc, j'ai 40 petites questions, du moment qu'il n'y a pas le temps là. Donc, je m'adresse à Dr Saïd Saadi.
quel est le champ d'intervention de Saïd en sa qualité de l'ensemble d'Algérie, en sa qualité d'homme et acteur politique, enfanté par une région qui s'appelle la Kabylie, où la révolution a commencé le 16 février, c'est pas le 22 février. Donc, deuxième question, de quoi vous êtes capable de drainer en dehors de cette région qui est toujours belle, rebelle et éternelle, comme vous la qualifiez? Quel est l'avenir de cette Kabylie qui vous adore et vous écoute actuellement, si l'élan actuel de la révolution dite de Soulé va s'étouffer? Merci. Merci beaucoup. Question. Nous savons tous ici que le pouvoir fossile actuel a usé de multitudes de méthodes pour avorter le mouvement populaire. Donc il a utilisé la carte des islamistes, pour qu'on voyait une bande de barbus se promener lors des manifestations. Il a usé aussi la carte du féminisme. On voyait des jeunes filles demander certaines choses par rapport à la société algérienne décalée, on va dire, qui n'était pas à l'ordre du jour. Puis il a usé aussi malheureusement du symbole Amazigh. Donc ma question est, quelle est votre recommandation et vos conseils à la jeunesse amazigh pour ne pas tomber dans ce piège pour faire avorter le mouvement populaire et à la jeunesse algérienne en général? Merci. Merci beaucoup. Moi, je vais revenir plus aux questions pratiques du moment par rapport au blocage de la situation. On voit on parle d'un tas de choses, mais on sait que l'issue dépend directement du rapport de force entre la population et l'état-major. On tourne en rond, mais ça revient à ça. Et on sent avec principalement le ramadan, puis les températures, les nombres de manifestants baissent dans la rue. Et il y a une sorte d'avantage tactique que le pouvoir est en train de reprendre. C'est pour ça qu'il se permet d'enfermer les gens pour des raisons aléatoires ou arbitraires, disons. Et puis par la suite, il y a une prolifération d'un ensemble d'énergumènes qui essayent d'organiser des pseudo-dialogues, etc., qui sont au final, comme vous dites, que la traduction des ordres de Gates. On sait tous que pour, en effet, reprendre au moins un certain avantage tactique, l'organisation est inévitable. Vous parlez de convention, mais aussi il y a un tas de mesures qu'on peut tenter pour faire une démonstration de force avec le pouvoir, notamment la désobéissance civile, ou une petite grève par secteur organisée ou ciblée, ou je ne sais pas, ou des raisons même d'ordre à déplacer la manif du vendredi, disons, vers le soir pour avoir plus de monde et éviter les chaleurs, ou des questions comme ça, elles sont quasiment impossibles à faire de façon spontanée, comme ça a été fait dès le début. Donc on voit qu'une certaine organisation s'impose, rien que pour tenir, enfin, checker, disons, le pouls de ce qui se passe et savoir l'adhésion de la population à certaines mesures comme la désobéissance civile. Mais on voit que vous appelez à ça. Louise Arnaud, je pense, la première semaine, a appelé à l'organisation de comités populaires, de quartiers et de villages, mais bizarrement, ça. Donc les gens ont retenu le 22 février pour une raison très simple. Ça n'enlève rien aux manifestants de Kharata, au bord, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire à partir du 22 février, il était clairement démontré, de visu, que c'était un élan révolutionnaire qui transcendait les générations. Moi j'ai vu des jeunes de 17-18 ans, j'ai vu des gens de 70 ans, 80 ans, j'ai vu des gens d'un âge moyen, j'ai vu des gens aisés, j'ai vu des chômeurs dans la rue, donc ça transcendait les générations, les catégories sociales et les opinions. C'est à partir du 22 février que cela a été démontré. Maintenant, on peut discuter jusqu'où ça. Il faut remonter pour dire que l'acte de naissance originel, c'est le 13 février à Bord, c'est le 16 à Kharata, ou c'est le 22 à... Bon, peu importe. On peut remonter plus loin. Je ne suis pas de ceux qui renient les antécédents. C'est extrêmement dangereux. Il faut toujours honorer la mémoire.
Moi, je sais gré aux gens de 49, je sais gré aux gens de 54, je sais gré aux gens de 56, je sais gré aux gens de 63 qui ont pris le maquis, je sais gré aux gens de 80, aux gens de 2001, aux gens de 88. Ce sont l'ensemble de ces luttes contrariées, vaincues, meurtries, qui ont permis à l'espoir de sédimenter et de germer dans une conjoncture qui est le 7 février 89. Donc je ne suis pas là pour dire que ça, avant février 2000, avant 22 février, il n'y avait rien, c'est pas du tout ça mon problème. C'est uniquement un référent sur lequel tout le monde a constaté que le peuple algérien, et c'est une première, s'est mobilisé de Soukha Saoujda d'Alger jusqu'à Tamanrasset. Alors l'avenir de la Kabylie, il y a un débat en Kabylie là-dessus, et il est sain. Il faut qu'il ait lieu. Mais il faut qu'il ait lieu de manière apaisée. Il ne faut pas que celui qui n'est pas d'accord avec l'autre traite son vis-à-vis de traître, parce que là, c'est la culture du Ba'ath, c'est pas la culture kabyle. Moi, je suis d'un certain âge, j'ai pu assister enfant, et je mouillais. À l'époque, vous étiez réellement opérationnel dans le village. Il n'y avait pas de personne qui a accablé quelqu'un au motif qu'il avait un avis nuancé, différent ou même contraire. Et si on se libère de cette contamination ba'athiste, je crois que la Kabylie avancera pour le bien de sa propre population et pour le bien de la démocratie algérienne. Mais le fait que le débat commence à s'épaiser, c'est déjà une excellente chose. Je pense, pour ce qui me concerne, mais c'est un avis que je formule, qu'il n'y a pas de solution algérienne. Il n'y a pas de solution marocaine, il n'y a pas de solution tunisienne. J'ai passé 3 séjours en Tunisie récemment. Lorsque je suis reparti d'ici, au mois de mai 2018, quand j'ai fait une conférence, je suis reparti sur le Maroc, parce qu'il n'y a pas le droit d'aller au Maroc, pour des questions de commodité, parce que je vois les quotidiens. J'ai passé 6 jours au Maroc. Mon intime conviction, c'est que tout cet espace-là a vocation à se fédérer tôt ou tard. Et c'est possible. J'étais en Tunisie, j'ai discuté avec des responsables tunisiens et des Algériens installés de longue date en Tunisie, dont le neveu de Jean Amrouche. Vous ne pouvez pas vous imaginer la résurgence de la question amazigh en Tunisie, actuellement. Alors qu'il reste une toute petite communauté dans le sud de Tétaouine qui est encore berbérophone. Mais les élites qui sont plus actives là-bas ont livré un combat à mort en Nava pour inscrire la mazirité dans la Constitution. Ils n'ont pas réussi, mais ils sont en train de revenir à la charge. C'est le substrat amazigh de l'Afrique du Nord qui permettra à cette région d'être la première matrice où le culte musulman pourra s'accommoder avec la démocratie. La manière de régler ensuite les relations entre les communautés, entre les régions, je pense que c'est l'Afrique du Nord via région qui finira par enclencher sur une dynamique économique performante et structurante. Dans cette mise en perspective, il est clair, pour des raisons historiques, sociologiques, que vous connaissez tous, et pas pour des raisons génétiques, comme on l'entend ici et là, la Kabylie a vocation, si elle se protège de ces démons, que sont la division et l'invective, avoir une fonction majeure. Et il pourra enfin être reconnu dans tout ce qu'elle a consenti et apporté à la nation, à la modernité et à la démocratie. Lorsque vous allez au Maroc, de plus en plus de gens rêvent de venir en pèlerinage à Tchoudjou, en Kabylie, à cause du printemps amazigh. Cet espace-là, évidemment, demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'études, beaucoup de débats, beaucoup d'écoute, pour pouvoir devenir une projection en relation avec la réalité sociologique, en écho avec la résonance historique et en
performance avec les exigences de la modernité. Nous sommes assaillis de toutes parts. Nous ne pouvons pas seuls faire face à la déferlante islamiste, qui est une puissance supranationale. Je discutais dernièrement avec des Tunisiens et on avait décidé de lancer une idée d'un forum de discussion sur les 3 pays. Il est quand un islamiste tunisien ou marocain ou algérien se rencontrent, il y a tous. Lorsque deux démocrates, un démocrate algérien va voir un démocrate marocain, il faut qu'il se cache parce qu'on est des traîtres, parce qu'on est en train de comploter, etc., etc. Il faut sortir de cette culpabilité. C'est nous qui avons la légitimité historique. Ce sont les démocrates, les idées démocratiques qui ont libéré Tamazra du joug colonial. Je vais vous dire, et vous pouvez le vérifier parce que c'est documenté, c'est-à-dire l'écrit existe. En avril 1958, il y a une réunion qui avait regroupé le FLN, à l'époque il représentait quand même l'espérance algérienne, qu'on le veuille ou non. Il y a eu le Destour de Bourguiba, qui représentait l'essentiel des aspirations tunisiennes, et il y avait l'Istiqlal, il n'y avait pas eu de schisme entre l'UNFP et l'Istiqlal, qui était le parti indépendantiste au Maroc. Ils sont réunis, que faire après la décolonisation. Je ne peux pas vous citer exactement les résolutions comme ça de manière fidèle, mais je peux vous donner le sens. Il va de soi que nos indépendances respectives n'ont de sens que si elles se parachèvent dans la construction des États démocratiques d'Afrique du Nord. Ce n'est pas moi qui le dis, c'était en pleine guerre. La frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée. Ce n'est pas le sionisme qui nous a imposé ça. Ce sont les archaïsmes, les féodalités qui ont intérêt à maintenir ces enfermements en Algérie et au Maroc qui empêchent les forces, les intelligences et les énergies de se rassembler, parce que si on se rassemble, il y a débat. S'il y a débat, il y a critique. S'il y a critique, il y a remise en cause. S'il y a remise en cause, il y a nouveauté, une nouvelle construction et une envolée. Voilà. Maintenant, vous me posez la question, et je vous réponds, parce que vous parlez au bout des choses. Si jamais cette révolution échoue, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais les menaces ne sont pas, la contre-révolution est en œuvre. Les menaces ne sont pas écartées. Il faudra continuer le combat. Il faudra continuer le combat. Il faut qu'on apprenne à mener des combats, même si on n'est pas sûr de vivre leur aboutissement. Sinon, où va-t-on? Les grandes nations, ce sont celles qui se sont inscrites dans l'histoire. Ce ne sont pas celles dont les militants s'engagent, investissent avec un retour sur investissement sur place. Et ملف في ذيك التغيير نكمل حاشا ما يسدوا فات القمنويه غتكمل اكيد دوني. Dernière question sur, là on est en train de déborder sur la conférence demain à Ottawa, c'est que faire dans la situation actuelle. Je comprends que c'est la seule question à laquelle il faille répondre. Je ne crois pas qu'il y ait la démobilisation quotidienne. Il y a eu un débat entre deux vendredis, mais le vendredi, le 5 juillet, je vous garantis que c'est l'un des vendredis où il y a eu la plus forte mobilisation dans tout le pays. Donc c'est pas aussi net que ça. Et puis vous pensez bien qu'au bout de 6 mois, c'est normal qu'il y ait des reflux. Ce qui m'inquiète, c'est pas ça. Ce qui peut être dangereux pour la nouvelle République, vous remarquerez que je ne dis pas deuxième République. Moi, la première, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas vue. On entendait que des pas, les contrôles électorales, les corruptions, etc. Je n'ai pas vu la République. Il faut absolument qu'on trouve une manière de donner, encore une fois, un visage et une voix à cette révolution. On ne pourra pas le faire en venant par le haut. Vous voyez toutes les révolutions pacifiques au monde. Je ne parle pas des révolutions armées. Les révolutions armées, tu montes en maquis, tu gagnes, tu descends, c'est Sierra Maestra, la longue marche. Mais les révolutions pacifiques qui ont abouti n'ont pas pu faire l'économie d'une convention. Toutes, à un moment ou à un autre, ont organisé des assemblées délibérantes pour voir comment traduire en termes institutionnels la révolte qui s'est enclenchée dans le peuple. Et c'est vérifié positivement et à contrario. Vous avez fort justement cité les Haroches, c'est l'exemple qu'il ne faut pas prendre. J'étais là-bas,
5-6 personnes ont décidé de s'autoproclamer tuteurs, leur porte-parole. Ils ont été approchés, aspirés et conditionnés. Ils ont, par proximité, par cooptation, ramené des gens avec eux. Et malgré une vraie mobilisation de Kabylie, malgré 128 morts, vous savez ce qui est devenu des Harouches. Il faut pas que cette structuration parte du haut. Et actuellement aussi, on voit des gens instrumentalisés ou impatients confondre phase transitoire et campagne électorale. Ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas à l'époque où il faut se mettre en scène. Nous ne sommes pas dans une période où il faut avoir des ambitions, il faut les exprimer. Nous sommes dans une période où il faut créer les conditions d'une naissance de la vie républicaine. Une fois que ceci est fait, les compétitions, bravo, que le meilleur gagne. Mais il ne faut pas, je vois comme ça des impatiences, je vois des noms qui se dopent ou qu'on dope, c'est la roche. Je n'ai pas besoin de citer des noms, beaucoup de gens, j'ai vu, sont dans la région de Kabylie. Vous savez comment 3-4 personnes ont fini par entraîner dans leur sillage toute une dynamique et un sacrifice de jeunesse. Donc, il faut faire un peu attention. Mais il n'y a pas d'autre voie. Ce n'est pas facile. Mais il n'y a pas d'autre choix que de commencer à organiser des débats localement. Ils existent. Il y a des débats d'une excellente qualité. Vous me direz que c'est là-bas qu'ils ont le plus souffert du chef actuel. Il y a de très bons débats dans le Grand Sud algérien, où il y avait une frustration, une marginalisation qui est en train de prendre une nouvelle allure avec la dimension actuelle. On m'a dit que du côté de Skikda, des noyaux sont en train de se mettre en place. Dans certains campus universitaires, il y a des débats. Et en Vanagui, j'ai compté, il y a eu plus de 100 conférences qui ont eu lieu en Kabylie uniquement, où les choses sont en train d'avancer. À Oran, il y a des noyaux très actifs qui pensent effectivement à essayer de repérer les segments ou les éléments qui acceptent les valeurs démocratiques tout en étant d'obédiences différentes, peuvent se mettre en marche. C'est tout ça qu'il faut faire mûrir. Ça prend du temps, mais c'est normal. On a pris un peu de temps personnellement, je vous dis. Qu'est-ce qui nous disait qu'après le 22 février, même quand ça a explosé dans tout le pays, ça allait durer. Il fallait être sûr que ça allait tenir, d'abord. Il fallait être sûr que les gens allaient s'accepter les uns les autres dans la rue. Il fallait le vérifier, on le souhaitait. Mais c'était pas... Oui, il y a c'était pas acquis, il fallait vérifier un certain nombre de choses, la profondeur sociopolitique de la dynamique, avant de commencer à la structuration. Mais je pense que c'est une possibilité, c'est une histoire compliquée, mais aucun destin n'est simple. Nous sommes encore une fois au sommet de la côte, mais nous sommes sur la ligne de crête. Et il faut maintenant que les élites algériennes pensent à produire en elles-mêmes des lieux de débat pour dégager les gens les plus fiables pour les représenter. Et je vous renvoie, la balle j'ai fini, l'immigration est concernée par ce processus aussi. Il n'y a pas là-bas. Merci Dr. Safi. Intervenant à ma droite. السؤال الطرف الأول زول سعيد سعدي ديال الدورنا. Moi, je reviendrai, je pense que selon les propos qui nous ont été attribués sur le journal de Devoir aujourd'hui, vous auriez dit que, loin d'être homogène, l'Algérie rassemble sous un même drapeau des identités culturelles et linguistiques diverses, au pluriel, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et des régions aux aspirations politiques et religieuses qui ne sont pas toutes en même diapason. En lisant cela, moi je me rappelle un certain pamphlet du temps du colonialisme qui représentait l'Algérie comme étant une mosaïque de peuplades. C'est l'idée que je vois, si c'est sans vos propos, je vois là une rupture catégorique avec la philosophie même du mouvement culturel amazigh qui a toujours défini l'Algérie et l'Afrique du Nord comme étant basées sur le socle amazigh sur lequel sont venus des apports, c'est ce que greffé des apports externes dont les plus importants et qui sont plus influents sous le continent, c'est bien l'arabe et l'islam. Je ne comprends pas cette nouvelle définition. Quelles sont donc ces identités culturelles et surtout linguistiques au
pluriel qui serait en Algérie? Ça, c'est ma première question. Maintenant, la deuxième question, qui me taraude l'esprit depuis bien des années. En l'an 2000, vous étiez en très bon terme avec Abdelaziz Bouteflika à l'époque, au point que vous auriez déclaré de l'un et l'autre que vous étiez de bons amis et tout ça. Bon, ça c'est très bien. En politique, il y a des compromis, il y a des ententes, etc., qu'on respecte ou qu'on ne respecte pas, etc. Il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais revenir sur un point bien précis qui me taraude l'esprit, comme je disais depuis assez longtemps. Vous avez été dans une délégation en Syrie pour prier la dépouille du défunt dictateur sanguinaire baptiste Hafez al-Assad. En ce temps-là, vous n'aviez pas de poste officiel, même si le RCD était partie prenante au gouvernement, mais vous n'aviez pas de poste officiel. Je pense que dans ces cas-là, dans ces visites-là, on peut être obligé par un protocole si on a un poste. Mais si on n'a aucun poste, on n'est pas obligé. Donc j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez été, en tant que cadre de la nation, donc ayant un poste qu'on ne connaît pas, qui vous aurait obligé, ou alors c'est de votre propre gré que vous avez accepté l'invitation de M. Bouteflika. Dans ce cas, j'aimerais bien savoir, avec l'assistance aussi certainement, quel lien pourrait-il y avoir entre M. Saïd Safi Excusez-moi, votre temps est terminé depuis. Et l'idéologie baptiste. Merci beaucoup. L'avenir du mouvement, etc. Donc merci pour les éclairages sur les enjeux régionaux, internationaux qui touchent de près et de loin l'Algérie. Donc ma question, moi je veux revenir au niveau interne, donc les enjeux beaucoup plus qui structurent et qui concernent vraiment directement le pouvoir en Algérie, c'est le pouvoir militaire. Et ma question, donc la suivante, en étant jeune dans les années 90, j'ai été appelé en tant que jeune militaire dans donc l'armée algérienne, où j'ai vu comme le pouvoir où les militaires s'affirmaient en tant que, mais en arabe, Rabb al-Maqla, c'est ce qu'il disait un peu dans le sens, et le civil n'a aucun comment on dit, droit de cité ou droit de parole. Donc la question est, pour vous qui avez vécu cette période-là, évidemment, vous avez, par vos responsabilités politiques et autres, côtoyé ces militaires-là de haut rang, gouverner l'Algérie d'une manière formelle ou informelle. Je voulais savoir, pour faire un parallèle aujourd'hui, donc on est en 2019, quelle est leur influence et leur rôle, ces gens-là, et est-ce qu'il y a un espoir que peut-être il y a une minorité peut-être de militaires qui sont favorables à ce mouvement-là. Donc je voulais avoir une idée, parce que nous, en tant qu'on dit citoyens lambda, peut-être qu'on n'a pas accès à cette information. Vous, peut-être vous avez plus d'informations pour nous donner, nous éclairer un peu sur ça, sur les militaires d'une façon générale. Merci à vous. Une autre question à ma droite, s'il vous plaît. J'ai deux questions très très simples, courtes. La première, est-ce que vous êtes libre de vos mouvements? Parce qu'on a lu dans la presse dernièrement qu'il a fallu que vous vous disputiez à l'aéroport pour sortir d'Algérie. J'aimerais savoir si vous êtes reparti. Et est-ce que vous n'avez pas peur, par exemple, d'être, en rentrant, atteinte à la sûreté de l'État, atteinte au moral de l'armée, je ne sais pas quoi. La deuxième, c'est vous l'avez cité tout à l'heure, c'est par rapport à l'éruption d'un militaire hier, l'attaché culturel, l'attaché militaire de l'ambassade de l'Égypte. Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que c'est Gad Salah qui nous dit « je fais ce que je veux », auquel cas donc l'armée maintenant n'est plus derrière le rideau de Fabad. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut opposer à ça maintenant? Et une toute dernière, vous aviez l'habitude de dire que quand vous étiez président du RCD, que vous deviez d'être optimiste, sinon vous n'auriez pas fait la politique. Maintenant que vous n'y êtes plus, est-ce que vous êtes toujours optimiste? On va commencer par les incontournables polémistes. Par exemple, ça dit à Damas à l'enterrement de Hassan. Vous savez tous, d'accord ou pas d'accord, qu'à un moment donné, le RCD, enfin on est fatigué de le dire. On va le redire quand même. À un moment donné, que le RCD a décidé d'intégrer le gouvernement sous 3 conditions.
il fallait qu'il soit mis publiquement et devant la télévision. La commission de réforme de l'école, de la justice et de l'État, et c'est moi qui ai exigé que ce soit le professeur Mohamed Saad qui soit le président de la commission de réforme de la justice, parce que pour moi ça reste quand même fondamental. Une fois ceci fait, un long débat dans le parti, nous avons décidé de rentrer en prenant quand même quelques précautions. On sait bien que Bouteflika voulait que je rentre moi, j'étais président du parti à l'époque. Pas parce que j'étais le meilleur militant, mais ma fonction de président faisait qu'il voulait que je rentre moi. Mais je lui ai dit non, et c'est public, Neras, on se donne un an et demi, les problèmes d'Algérie ne vont pas disparaître. Si vous respectez les engagements sur lesquels nous nous sommes mis d'accord, le contrat, notamment réforme de l'école, de l'État et de la justice, il n'est pas trop tard, on avisera. Mais pour l'instant, on se teste, et je ne suis pas rentré au gouvernement, je me permets de vous le dire. Voilà. Mais lorsqu'il y a une représentation diplomatique, que vous êtes responsable du parti qui fait partie de la coalition gouvernementale, alors, je crois que vous avez suffisamment d'éléments de culture diplomatique pour ne pas me poser la question. Soit vous dites je ne vais pas au Tchèque-Harar, vous ne rentrez pas au gouvernement, soit dans ce qui est de la représentation diplomatique en tant que parti figurant de la base gouvernementale, vous êtes tenu par les règles de bienséance d'assister à un certain nombre d'événements diplomatiques. Que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas, par ailleurs, ensuite le dirigeant en question, c'est une règle universelle de diplomatie. J'étais responsable du parti, ça c'est ce titre-là, et vous le savez très bien. Mais enfin, je comprends que dans la vie politique, il y a la polémique, il faut qu'elle ait lieu. Ça fait partie aussi. Vous n'aviez pas de fonction personnelle. Ah, mais vous n'aviez pas une fonction, vous, en tant que personne. Pas de dialogue, s'il vous plaît. On s'était entendu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a émis une règle. Si vous voulez un tribunal, vous me lancez une convocation, je vais venir. Si vous voulez une fonction diplomatique, je suis en train de vous dire, et vous devez le savoir, mais enfin ça fait du bien, j'étais responsable d'un parti qui était au gouvernement, et les gens qui étaient là-bas, c'était les responsables du parti, le RND, le FLN, le CNI, etc., etc. Si vous voulez nier ça, il doit voir les films. Bon, je préfère fermer la parenthèse là-dessus parce qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Donc voilà, ça se passe comme ça dans tous les pays du monde, et j'avais une grande responsabilité personnelle, c'est celle de dirigeant de parti. Je ferme la parenthèse là-dessus, c'est pas vraiment ça qui est important actuellement, dans la phase actuelle. Reste maintenant la question des identités culturelles. Eh bien, je vais vous dire, là vous avez raison et tort. Vous avez raison parce que je n'aime pas. Il y a des gens qui sont dans cette salle qui étaient là quand j'ai reçu le journaliste en question. Je ne dis pas qu'il a rapporté de manière frelatée en partie mes propos, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Par exemple, il m'a fait dire que je demande à la diaspora de rentrer. 2 fois, je lui ai dit, il n'est pas question. Voilà. Bon. Alors, 2 fois, je lui ai dit, attention, ça ne se passe pas comme ça. C'est une immigration qui est établie ici. Il y a des gens de 2e et même de 3e génération, leur destin est ici. Mais nous avons la chance de disposer d'une immigration qui a encore une mémoire positive du pays d'accueil. Et avec la révolution numérique, avec l'expertise, on peut bénéficier de leur crédibilité, de leur apport en tant que fenêtre ouverte sur le monde. Ils peuvent venir provisoirement. Moi, quand j'étais étudiant, les cours magistraux en médecine, je les ai reçus de gens qui venaient de l'université de Montpellier et ils leur ont parti. Mais je n'ai jamais dit, vous pensez bien que l'immigration doit rentrer. Mais il était euphorique. Et s'il leur dit, est-ce que vous pensez que vous allez appeler un immigré du Canada pour le porter à la présidence de la République? Non, c'est la vraiment, je ne pense pas qu'il ait fait de mauvaise foi, pour vous dire la vérité. Voilà. Mais le reste de l'article, je dois dire qu'il était correct. S'agissant maintenant des identités, passez au travers, j'ai dit que, je l'ai dit d'ailleurs dans mon intervention, le Canada, et c'est vrai,
a représenté de tout temps un modèle, non pas d'imitation, mais de réflexion pour notre génération, parce qu'on savait très bien que le modèle algérien, tel qu'il existait, qu'il existe toujours depuis 1962, est un modèle mimétique du modèle français. On a pris le modèle français, on l'a ramené en Algérie. Le préfet Qarnes Louali, le sous-préfet Qarnes chef d'Aïra, le maire, il l'appelle président. Mais c'est exactement la même architecture, c'est le même centralisme, c'est le même jacobinisme, avec ce handicap que l'Algérie n'a pas la qualité de l'administration républicaine dont dispose la France pour faire tourner une machine centralisée. Et j'ai dit que c'était un pays multiculturel qui nous amenait à réfléchir comment faire cohabiter effectivement les différentes communautés en Algérie, comme on regardait aussi ce qui se passait en Espagne, où il y a eu une puissante décentralisation après le franquisme. Mais il est clair, vous l'avez dit, je vais vous le redire, que le substrat amazigh constitue pas seulement l'Algérie, pour moi, dans toute l'Afrique du Nord, le socle sur lequel peut et doit se construire cette région si elle veut bénéficier de cohésion, si elle veut bénéficier de valeurs sûres, si elle veut bénéficier d'estime de soi, qui n'en fasse pas un éternel pendentif de l'Orient. C'est elle, c'est l'Afrique du Nord, c'est l'Afrique du Nord, Ramazra, qui peut être un exemple où on peut apporter la preuve que le culte musulman n'est pas fatalement destiné à investir, à soumettre la collectivité. Cela étant dit, il y a une pluralité linguistique en Algérie. Moi, je revendique les Taouad d'ailleurs. Ça aussi, il y a des possibilités. C'est la Kagir entre le gouvernement, etc. Bon, l'essentiel, on a fait toute l'école, le statut de la femme. Mais il y a des questions, depuis que vous êtes parti, il y a des questions qui sont venues dans le débat public et qui ne faisaient pas partie de l'ordre du jour politique au moment où vous étiez là à chaud. C'est la question d'identité, par exemple, vous l'avez zappé, mais pour nous, elle est devenue l'un des préalables de la reconstruction de la cité algérienne. C'est la question de la majorité. L'islam est en train, on essaie de le remettre là où il doit être. Et la langue arabe doit être une langue qui ne soit pas hégémonique. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il n'est qu'en France, et tu le mets où? Depuis quand as-tu vu une chaise qui tient sur 3 pattes? Donc je revendique même la langue française avec des règles. Elle fait partie de ma mémoire collective. Elle a sédimenté. Elle a sédimenté dans l'histoire algérienne. Elle est arrivée par un conflit, comme la langue arabe est arrivée comme un conflit. Il faut sortir de ce subjectivisme infantile où les dirigeants, en titillant l'épiderme le plus superficiel, font qu'ils conditionnent le peuple dans un ensemble de sous-citoyens, tout en ne s'imposant jamais les critères qu'ils imposent aux enfants du peuple. Je viens de vous dire, allez au lycée Alexandre Dumas d'Alger, à qui appartiennent les enfants qui sont là-bas. Donc sur ce truc-là, je ne vois pas qu'il y a tout dire. Maintenant, il est normal qu'il y ait des pluralités. Alors j'ai vu cela sur la toile. Pourquoi est-ce que vous allez au congrès des Kabyles du Canada? Mais si l'association des Chaouis ou de la protection du Hogar qui veut préserver l'environnement m'invite, je viendrai. J'ai animé une conférence à Paris, elle a été organisée par l'ACDA, Association pour le changement démocratique en Algérie. Il y avait des gens de tout bord et de trucs. Mais vivement que les Kabyles du Canada, qui représentent 60% de la diaspora, s'organisent, s'ils peuvent être utiles à leur région, vivement qu'ils le fassent. Et je suis sûr, j'espère que ça va durer, que la perception, le modèle d'organisation, les valeurs de tolérance, la responsabilité, les façons de programmer ces activités participent à l'animation d'un débat crédible et serein, vont finir par donner une image sérieuse, stable, respectable et crédible de la communauté. Voilà. Je cite à l'instant ton intervention, votre intervention, pardon. L'État, il faut qu'il soit l'émanation de la volonté populaire. Vous étiez applaudi, moi-même j'étais ravi d'entendre ça. Cela dit, si je comprends bien, l'émanation, l'État, il faut qu'il soit l'émanation de la volonté populaire,
Je comprends par cela la souveraineté populaire. Comment se fait-il, à partir du moment que vous prenez en considération cet élément, vous déniez tout de même le droit au peuple algérien de composer sa première constituante sous prétexte qu'elle risque d'être le berceau de l'islamisme? Vous prenez l'exemple de la Constituante 63 qui a été un échec, mais vous semblez ignorer l'histoire des constituantes en Algérie. Celle de 56 que vous prenez comme exemple était la première constituante et que c'était une réussite que nous réclamons aujourd'hui. Donc justement, on réjouissait en disant que le peuple algérien dans son ensemble se réclame de l'esprit de son bien. Ma deuxième question, j'étais ravi de voir pour une première fois ce qu'on appelle les frères ennemis, le FFS, le RCD, qui se sont réunis. J'étais ravi. Est-ce que, autre temps, autre conjoncture, on aurait pu voir Saïd Saadi faire front avec Hussein Ahmed? Ma troisième question, si vous le permettez, je vais être bref. Vous avez cité le substrat amazigh, qui est fondamentalement peut être composé avec le fait islamique. Si je comprends bien, ce qui est une chance pour la mazérité que je considère moi-même. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce substrat est réellement exprimé de façon libre en Algérie pourrait ne pas être une chance pour composer une constituante populaire? Cela dit, comment se fait-il que la constituante pourrait être un avantage pour les islamistes, mais pas l'Assemblée législative, avec la façon avec laquelle vous la décrivez, semble être une constituante sans la nommer? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dr Sadi, la première, c'est pour vous remercier tout d'abord pour toutes les réflexions et les contributions qui ont été réalisées par vos soins depuis le 22 février, lesquelles contributions étaient enrichissantes et très constructives pour un peuple qui a besoin d'être éclairé. Ma question, je commence par souci. السيرمي قارون شرع سكا ويتغير غسكا بشكل دفاع وسيرما كي سي futur impossible. C'est sûr qu'il y a des issues dans ce cul de sac. Donc le chemin de détour aussi, il est impossible. Quelles sont ces issues possibles, objet de votre conférence demain à Ottawa? Merci, Merci, à ma gauche. دكتور سعيد سعدي سار يونس سارسين سخسيتين يونس خسينا مشطوح هذا سخسيت سلالوجيك لا كونستيتيسيون الجزائر تناد بلي الجزائريين دارفن دين سيمن مالك راه نكستين سيمن دين سيمن داك خاطر تنحو جارا كتيني ذا قضيف ذا شوك غاد كبير كان ديك لا كيسيون ياكي La nouvelle Algérie qui est franco-arabe qui est سيزيكني ما كيقول الحركه دي اسكو كونوي اتسرم ليدونتيتي كابيل دي لا كونستيتيسيون ياكي نغاتكم يمكن دي زواج المتعنين نتصاور بان سيكيش صلح لي يقدر يخدم انت مغرا ورثني دي صح والشما دائما تنا تقول دي برا نكون نقول ديالي فريد فامي تنمي تنقاد تنميرتي كونغري كابيل de Canada, تنميرتي سعيد سعديش qui est et Montréal. Et que la question est en quelque sorte on ricochet peut-être à d'autres, mais Toualier, Gelhairak ou plutôt le mouvement actuel, on essaye de dire ou de parler de ceux qui ont des revendications identitaires, entre autres l'Maziron en général, la laïcité, l'égalité ou les droits en quelque sorte de la femme, où on essaye d'exclure les autres du combat. Et je trouve que chacun a le droit d'avoir sa place. Donc au lieu de s'attaquer aux autres qui ne partagent pas automatiquement la même vision que nous, je pense qu'il va falloir les prendre en considération. Et au lieu de les chasser parfois ou pendant les marches. Merci. Merci. Merci Monsieur Saïd Saadi, je suis contente d'assister à votre conférence. Je fais appel à votre réflexion de psychiatre et de politicien et qui a été chef de parti pendant longtemps, qui
défend la laïcité. Alors, pour avancer vers un projet de république laïque, en prenant en compte le fait que... comment avancer vers un projet de république laïque en prenant en compte le fait que beaucoup de concitoyens ont une représentation dogmatique de la religion et de la foi. Je parle du fait qu'il est présumé que tout le monde est musulman en Algérie. Je parle d'une représentation qui ne conçoit pas de se défaire d'un code de la famille qui avantage les hommes, qui ne peut pas faire partie d'un projet de société égalitaire avec des questions inégales de succession, d'héritage par exemple. Donc j'avoue être optimiste pour avoir observé que les représentations dogmatiques de la foi musulmane tombent à l'eau par magie dès que les Algériens immigrent là où il est autorisé à penser librement. Notre diaspora canadienne est l'exemple qu'il suffit de changer de territoire pour que les tabous se désagrègent dans l'air et que les langues se délient. Qu'est-ce qui pourrait localement en Algérie libérer la pensée pour faire place à un projet politique bien séparé du religieux? Je profite de mon intervention pour attirer l'attention sur une question qui me préoccupe beaucoup. En lien avec les droits universels, les enfants et les adolescents ne sont-ils pas les parents pauvres des mouvements sociaux en Algérie? La situation de cette jeunesse est pourtant alarmante car ils sont vulnérables et les mesures de protection de l'enfance ne sont pas appliquées. Je parle de maltraitances graves qui ont quasi libre cours et qui sont très courantes. Le linge sale se lave toujours en famille chez nous. Si même au Canada, malgré la présence du DPJ, une petite fille qui a été signalée a été assassinée par sa famille, imaginez ce qu'il en est chez nous. Je vous invite à ne pas les oublier. Merci beaucoup. Donc, ce que je voudrais dire au Kenya, c'est que l'algérianisme, la démocratie algérienne, c'est bien beau, mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a une purge kabyle au niveau de l'État algérien. Tous les Kabyles, même les Kabyles serviles, KDS, ont été mis en prison sans qu'aucun Kabyle ne dise quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours défendu Ouria, qui est compétent, j'ai défendu Haddad, et je le défendrai toujours parce que c'est des Kabyles comme moi. Aucun Kabyle n'a parlé. S'il vous plaît, il a le droit à son opinion. Attendez, monsieur, attendez. Il a le droit à son opinion, s'il vous plaît. On le laisse terminer. Il a le droit à son opinion. Moi, je dis justice pour tous ou pas de justice. Justice pour tous ou pas de justice. Ces Kabyles sont serviles, c'est des KDS. Je le dis et je le redis. Mais il n'y a que eux qui ont été touchés. En plus, donc, dites-moi le Kabyle est en train de... Votre question. Le Kabyle est en train de se décliner. En Algérie, il n'y a plus de Kabyle. Les slogans arabes, il n'y a que l'arabe qui, pour le passer, même le drapeau amazigh, je ne parlerai pas du drapeau Kabyle. Il est interdit, les gens qui vont en prison, il n'y a que des Kabyles, des jeunes Kabyles avec le drapeau amazigh qui sont en prison. Merci monsieur pour votre opinion. Moi je voudrais dire, vous avez été interpellé par Malika Baraka, je pense, à Paris, elle vous a dit, quelle est la place? Moi je pense qu'il est temps qu'on décide la langue en Kabylie. Moi je suis d'Alger, mais pour sauver notre langue, la langue en Kabylie, ça doit être uniquement la langue Kabyle. Il faut anticiper pour qu'on ne soit pas toujours les éternels pleurnicheurs. Merci monsieur, votre temps est terminé. Merci beaucoup. Merci, vous avez donné votre opinion. Dr. Said est présent dans cette conférence. Tellement aussi classé d'avoir organisé cette vous défendez un plan de régionalisation pour l'Algérie. Pourquoi on ne vous entend pas parler de votre vision de ce projet? Vous êtes issu du MCP. Pourquoi vous n'engagez pas un travail de réconciliation avec les différents acteurs du MCP, dont l'actuel président du MAC, M. Farhad Mahdi, pour parler de l'avenir de la Kabylie? Est-ce qu'on peut vous voir participer au projet de la création d'un parlement kabyle qui va défendre les intérêts de la Kabylie? Aujourd'hui, nous remarquons l'emprisonnement des membres d'origine kabyle de la nomenclature de Boutef. Ne voyez-vous pas là une conspiration anti-kabyle? Et surtout qu'on voit l'emprisonnement de personnalités telles que M. Arbarab, qui n'a d'après les dires aucun dossier de corruption.
Et puis la dernière, aujourd'hui, M. Saadi, vous êtes plus que jamais pour la structuration du mouvement appelé Hirak. Alors que tout au début de ce mouvement, vous n'étiez pas pour sa structuration. Est-ce enfin, vous voulez faire partie des membres d'une future commission de transition en Algérie? C'est une question précédente parce que j'ai sauté deux interpellations, deux questionnements. La première, c'est quel est le rôle des militaires en Algérie. Il faut une autre conférence. C'est le drame et le problème. Bon, quand on l'aura réglé, tout est réglé. Voilà. Il ne faut pas aller très loin. La rue le dit d'ailleurs. Il n'y a pas de démocratie dans un régime militaire. Alors maintenant, comment en sortir? Moi, je pense qu'il faut continuer la mobilisation. Je ne crois pas au dialogue dont on parle actuellement. Et il faut absolument contraindre par des procédés populaires massifs dont il faut adapter les méthodes de lutte. Donc je réponds aussi à la question qui m'a été... La marche, c'est une bonne chose, mais il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence, quand vous avez le chef politique, je ne parle pas de l'État, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'État, de fait, qui emprisonne des gens parce qu'ils ont un emblème amazigh ou parce qu'ils ont émis une opinion, il faut être un peu naïf ou être un sous-marin de ce personnage pour prétendre que le dialogue est possible. Bon, pour l'instant, il faut amplifier la mobilisation en trouvant de meilleures formes de lutte. Alors une fois, quand j'ai dit grève générale, j'ai vu qu'on m'avait répondu sur mon page Facebook, ça va ruiner les commerçants. Je pense que la personne a confondu grève générale et grève illimitée. C'est deux choses différentes. Grève générale, ça veut dire grève dans tous les secteurs d'activité, mais elle peut durer une journée. On peut la reconduire. Une grève illimitée, c'est une grève qui dure de manière perpétuelle dans le temps. C'est deux choses différentes. Évidemment, il faut faire attention au confort des populations. Donc oui, la question centrale, le nœud gordien de l'impasse algérienne, parce que ce n'est même pas une crise, c'est une impasse, c'est le fait que depuis toujours, les militaires se sont accaparés la décision politique. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'une des astuces par lesquelles Boumediene a justifié son putsch, en disant que l'ANP est l'héritière de l'ALN. C'est un scandale, c'est un mensonge historique. L'ANP, c'est l'armée des frontières. L'ANP, l'armée nationale populaire. C'est l'armée algérienne après l'indépendance. C'est l'armée des frontières. Elle a été constituée par l'armée des frontières. Le seul et unique combat qu'il ait mené, elle l'a mené contre l'ALN en 1962. Donc l'ANP n'est pas l'héritière de l'armée de libération nationale, et l'on est le bourreau, si on veut réellement la vérité historique. Donc oui, la question fondamentale, c'est la militarisation du pouvoir dont il faut sortir. Alors maintenant, les questions de menaces, pas menaces, est-ce qu'il faut faire attention? Vous savez, si on fait vraiment attention quand on mène un combat, on le mène en sachant très bien qu'il y a des risques. Je comprends, je ne pense pas que le gain de salaire soit particulièrement subtil pour faire attention à ce qu'est le droit, à ce qu'est la loi, la quasi-totalité des gens qui l'ont emprisonné, je parle des prisonniers politiques, pas des prisonniers économiques, et même là-dessus je reviendrai, sont arrêtés de manière complètement illégale, et la constitution dont il se réclame matin, midi et soir, il la piétine autant de fois qu'il en a envie. Donc c'est des questions qu'il ne faut pas se poser. Bien sûr, il y a une menace, mais la menace pèse sur le peuple algérien dans son ensemble. Alors, je ne sais pas comment le dire, je ne suis pas contre la constituante. Je vous dis qu'une constituante qui n'est pas protégée par des préalables démocratiques, ce n'est pas parce qu'on l'appelle constituante qu'elle va assurer la démocratie. La preuve, on a eu une constituante, encore une fois, en 1963, et elle n'a rien protégé du tout. Le préalable de la Constitution de 63, c'est la porte ouverte à tous les abus. La Constitution de 1956, ce n'est pas une constituante. C'est un projet de société, c'est une traduction militaro-politique du combat qui existait depuis 2 ans, 54-56,
qui était au stade de révolte. Le mérite de la Soumam, c'est que ça a transformé le combat algérien de révolte en révolution. Alors, RCD, FFS, accordez-moi au moins le crédit d'avoir lancé une demi-douzaine de lettres d'appel au FFS pour qu'on puisse se rassembler avec le RCD. Maintenant, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, il faut poser la question à ceux qui n'ont pas voulu venir. Peut-être qu'ils ont de bonnes raisons, mais ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Il y a une opportunité historique. C'est très bien, ça répond à une ardente espérance que j'ai cultivée en vain depuis toujours. Alors, substrat amazigh et islamisme. Là, c'est là que je commence à avoir un peu peur quand il y a un mélange des genres avec la constituante. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va me faire une constituante islamique. On fait une constituante citoyenne qui garantit la liberté de culte de tous les cultes. Pourquoi voulez-vous la rendre islamique ou C'est là que quand on commence comme ça les slaloms, alors, et puis il y a vraiment une approche un peu oblique. Les préalables démocratiques excluent les autres. Quels autres? Ceux qui vous disent que si je prends le pouvoir, je décide que je suis dépositaire de la parole de Dieu et que toute personne qui refuse de suivre ma parole dès lors que je suis une délégation divine doit disparaître de la terre. C'est de la tolérance, ça, non? C'est de la naïveté, non? C'est de la complicité. Les préalables démocratiques respectent la liberté de culte. Chacun a le droit de croire ou d'ailleurs de ne pas croire, mais il ne faut pas qu'une constitution soit une constitution religieuse. La constituante est un texte qui rassemble la cité dans l'ensemble de ses composants. Et elle garantit le droit de croyance, d'opinion, de conscience à tout le monde. On n'a pas invité le couper le beurre. Alors vous excluez certains. On exclut les gens qui veulent exclure ou même tuer d'autres. Il faut exclure l'exclusion, oui. Mais il faut accepter tous les gens qui se disent « Je suis un citoyen, je ne vaux pas plus, pas moins que n'importe quel citoyen, j'ai envie que mes droits soient respectés. » Qu'ils soient de gauche, de droite, libéral, pragmatique, c'est pas ça le problème. Mais si vous commencez à reconnaître à quelqu'un le droit de disposer de l'autorité divine, il y a un mot que j'aime pas, c'est hirak. D'abord c'est un moyen. Non, c'est vrai, d'abord c'est un moyen. C'est un moyen du Proche-Orient, c'est un terme du Proche-Orient qui n'a rien à voir, qui ne veut pas dire du tout de démocratie. C'est une contagion par le truc rifin. Pour moi, c'était l'élan révolutionnaire qu'il faut faire aboutir, mais c'est un élan révolutionnaire. Quand une dynamique entraîne tout un peuple, toutes les régions, toutes les générations, toutes les opinions vers la construction d'un État civil, c'est, par définition, une dynamique révolutionnaire. Alors, il y a la dame qui a fait l'effort de rédiger son intervention, je le remercie parce que ça veut dire quand même qu'elle a essayé de structurer sa pensée. Elle est inquiète du fait qu'elle ne voit pas comment on peut faire évoluer les mentalités dans une collectivité qui a une perception dogmatique, voire même rigide, du fait religieux. Vous n'avez pas tort. Mais d'abord, cette conception est en train d'évoluer. Je vous ai donné le cas de femmes d'El-Oued. Il faut savoir aussi El-Oued, c'est le sud-sud, Sahara, au sud-est algérien, qui disent la question de la religion, ça nous a pesé trop, on est en train de l'utiliser pour régler des comptes, pour exclure, pour taper, pour abuser, etc. etc. Vous trouverez plein d'Algériens aujourd'hui qui vous disent finalement, oui, il faut séparer le politique du religieux. Ils n'osent pas le poids des tabous, n'osent pas prononcer encore tous le mot laïcité, mais le contenu est admis dans la société. Alors vous me direz, oui, mais il y a des esprits qui ne veulent pas bouger. Et madame, je suis un peu plus âgé que vous. Moi, j'ai connu le temps en Algérie où, dans la Constitution, on avait écrit que le parti unique était une option irréversible. Eh bien, on a fait sauter le parti unique.
Et l'abus de la religion sautera aussi. C'est une question de volonté, c'est une question de détermination, c'est une question de volonté. La maltraitance de la jeunesse, vous avez tout à fait raison. Il y a des choses horribles qui sont en train de se passer. Ça commence à se déverrouiller un peu. C'est déjà bien qu'on en parle. Il y a des pages dans la presse écrites notamment, ils disent il ne faut plus se taire, avec des photos de jeunes au visage souvent abîmé. C'est un grand travers qui est plus que de la santé publique, c'est un problème sociétal, mais ça, vous ne pouvez le faire qu'avec un État dont les moyens administratifs, juridiques, financiers sont mis au service de la population. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça ne nous empêche pas de mener le combat de front, parce que la question est effectivement très sensible. Je sais trop combien un certain nombre de traumatismes infligés à la jeunesse peuvent miner, démolir toute une ville. Alors on va rentrer là, c'est des énoncés dogmatiques, on ne peut pas discuter. J'espère que la pédagogie initiée par cet honorable assistant s'amènera les gens à relativiser un peu leurs opinions qui sont respectables, mais qui ne doivent pas être énoncées comme des feutoirs. Vous avez le droit de défendre vos opinions, mais il faut éviter les contaminations totalitaires. Quand j'entends que celui qui n'est pas d'accord avec nous est un traître à la Kabylie, c'est exactement ce qu'est en train de dire Gaël Salah. Celui qui n'accepte pas ma prise de pouvoir est un traître. Donc la contagion de l'autoritarisme est très poreuse. Et je ne crois pas que ce soit ce que la Kabylie attend. Je ne crois pas que ce soit ce qu'a produit la Kabylie dans ses véritables valeurs. Alors merci de m'avoir invité au Parlement apparemment qui va être désigné. Encore une fois, moi je ne sais pas ce que c'est qu'un Parlement désigné. Même Staline, qui n'est pas un exemple de démocratie, faisait semblant d'élire les parlementaires. On n'a pas le choix. Et elle est ça l'arbitre. S'il vous plaît, un dialogue, s'il vous plaît. Voilà, un parlement, c'est une fonction de représentation populaire. Il faudra essayer, si les gens vous suivent, moi je ne suis pas contre. Bon voyage. Voilà, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. En effet, c'est une... Non, un dernier truc, parce que c'est vrai que quelqu'un a dit au début du mouvement, la structuration du mouvement, non, ce que j'avais dit, vous allez sur la page Facebook, je disais que la structuration du mouvement, comme c'était parti, j'en ai parlé auparavant, il y a un certain nombre de gens, c'est dans la roche. 3-4 personnes, ils ont décidé, on ne sait pourquoi, on ne sait par quelle voie, on ne sait pour quel mécanisme, qu'ils étaient les porte-paroles de la révolution. Et j'ai dit structurer dans ces conditions, c'est une erreur. S'il n'y a pas une structuration transparente, régulière, par la base, je ne pense pas que les choses vont marcher et de toute façon, elles seront rejetées. Voilà, j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup.